Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver sur BFM Tech et Tech & Co. Aujourd'hui, émission consacrée à For All Mankind, l'Uchronie spatiale d'Apple TV. La 5e saison a démarré, ça y est, la 6e a déjà été commandée, mais ce sera la dernière, ça a été annoncé. Il y a aussi un spin-off qui arrive dans quelques semaines. Bref, c'est un peu la série phare d'Apple aujourd'hui et je trouve que c'est aussi une de mes séries préférées. Voilà, donc je suis très heureux de faire cette émission. Je vais même mettre les pieds dans le plat aujourd'hui, alors on va y aller franco. Est-ce que For All Mankind n'est pas tout simplement la meilleure série des années 2020 ? Alors oui, nous sommes qu'en 2026, donc ça fait pas très compliqué, mais quand même, c'est une question qui mérite d'être posée, selon moi, tellement la qualité de cette série est élevée et maintenue surtout sur plusieurs saisons, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est pas moi qui vais répondre à cette question. Là, j'ai piégé deux invités pour y répondre à ma place, Lloyd Cherry et Benoît Lagan. Bonjour messieurs. Salut. Comment Salut, vous allez ? Bah ça va. Très bien. Vous êtes en forme, vous avez la tête dans les étoiles. Heureux de revenir. Ouais. On va vous représenter quand même, pour les gens qui ne suivent pas au fond de la classe, Lloyd, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant, C'est ça. créateur du podcast C'est plus que de la SF, Tout à fait. donc un homme qui connaît l'espace comme sa poche. Voilà, c'est ça. Ça commence. Il paraît que tu seras dans Artemis 3. Moi, on m'a dit la mission Artemis 3, il y a Lloyd Cherry qui est pressenti. Faut que je discute avec Thomas Pesquet pour voir peut-être pas les qu'est-ce qu'on bonnes peut infos en même temps. Hein, c'est, Envoyé spécial, ça pourrait être pas mal quand même. Ah, ouais, ce serait chouette. Allez, premier reporter dans l'espace. imaginez le rêve. Ah bah, sait-on jamais. Et en face de toi, donc Benoît Lagan, journaliste indépendant, spécialiste des séries évidemment. Mm. On peut te retrouver dans Télématin régulièrement. C'est un Exactement. peu plus terre à terre. Mais c'est bien aussi. Ah oui, mais je peux parler de l'espace des fois dans mes choix de séries à Télématin. Tout à fait. Et tu l'as fait d'ailleurs. On peut Oui. retrouver ta chronique sur For All Mankind, évidemment en replay sur le site de France Télé. Ça fait un bel équipage, vous deux. Voilà, un copilote, un chef de bord. Direction Mars pour parler donc de For All Mankind. C'est parti. Et je dis Mars parce que cette 5e saison se déroule sur la planète rouge comme la précédente. Hein. Il est loin le point de départ de la série qui a réinventé, on s'en souvient, la course à l'espace des années 60 avec un postulat simple mais hyper efficace qu'on s'était tous un peu demandé une fois dans notre vie. Et si c'était l'URSS qui avait posé la première, le pied sur la Lune et non les États-Unis. Voilà, ça a donné depuis 5 saisons intenses où la Lune a progressivement laissé place à Mars, je le disais, mais aussi à d'autres enjeux spatiaux. Voilà, l'espace un peu désormais une poule aux œufs d'or dans cette saison 5 pour les industriels et les grandes puissances qui se partagent l'espace comme ils se sont partagés le monde, la Terre avant ça. 5e saison qui se déroule en 2012 cette fois, donc on est quand même toujours dans le passé. Hein, la série n'a pas rattrapé ans. Ce sera sans doute pour la 6e saison, ça. Mars est donc à ce moment-là une colonie qui abrite 5000 personnes, quand même, une petite ville de taille moyenne. Lloyd, Benoît, vous avez commencé, vous avez vu une bonne partie de cette saison. Je disais qu'il y a 4 épisodes qui sont déjà sortis sur Apple TV. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette 5e saison, ce début de 5e saison ? Priorité Allez, aux Lloyd, spécialistes vas-y. de l'espace. Elle est déjà meilleure que la saison 4. Déjà pour commencer, moi j'adore For All Mankind. Je pense que les 3 premières saisons sont vraiment exceptionnelles, notamment les 2 premières qui sont stratosphériques, littéralement. C'est vraiment, vraiment excellent. Et puis il y a un espèce de temps un peu, de temps un peu mort à partir de la saison 4, malheureusement, qui, je pense que, bon, vous l'avez vu aussi, c'est moins fort. Il y a tous les personnages très intéressants et notamment féminins meurent, enfin quasiment tous en tout cas. Et du coup, on se retrouve un petit peu frustré. Et là, la saison 5, moi, je trouve qu'elle commence bien. Moi, j'ai vu la moitié, c'est bien. On retrouve aussi ce qui fait un peu le sel de cette série avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a toute la réflexion autour de Mars. Qui est quand même assez réaliste. Et donc, moi, je trouve ça assez fascinant de voir s'il y avait une colonie martienne, qu'est-ce qui se passe. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Ça reste quand même dans le haut du panier. Non, moi, je recommande. En fait, ce qui est bien avec For All Mankind, c'est si vous lisez pas beaucoup de SF, que vous aimez bien en voir, c'est une super série. C'est hyper accessible. C'est accessible, c'est malin, les acteurs sont top. Il y a un côté feel good. Ça aussi, c'est important parce que beaucoup de séries de SF sont assez désespérantes et sombres. Oui. Et For All Mankind, il y a quand même quelque chose d'optimiste sur la capacité de l'humanité à voyager à travers les étoiles. Donc ça reste vraiment une série incontournable. Ça, c'est sûr qu'on aime la science-fiction. Benoît, ton avis sur cette saison 5, toi ?
Oui, la saison 5 est très réussie, même si moi je pensais que la saison 4 était plutôt pas mal. Effectivement, après les 3 premières exceptionnelles, depuis la saison 4, plus on se rapproche finalement de notre temps, plus le panache en fait, de la série des débuts disparaît un tout petit peu. Mais c'est vraiment, je pense qu'en fait c'est une perception réelle du spectateur, mais je pense qu'en termes de qualité d'écriture et de sujets portés, c'est pas vrai. En fait, la série est réussie et très bien depuis le début. C'est juste que nous, quand on se replonge dans les années 70 et qu'on imagine une autre façon de voir la conquête spatiale à ce moment-là, alors on a les yeux qui pétillent encore plus. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, quand on a des Trump qui parlent de repartir sur la Lune, où on pense à Mars, où on entend dans l'actualité des choses comme ça, forcément, ça résonne moins. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est qu'effectivement, des personnages féminins reviennent au centre de la série, puisque c'était quand même quelque chose de très fort au début de la série. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est certes l'Uchronie, on est en 2012, mais qu'on regarde aussi, c'est une énième finalement réflexion sur l'Amérique d'aujourd'hui, en le décalant un petit peu dans le temps. Et vu qu'on est en 2012, avoir un président qui dit la Terre d'abord plutôt que... voilà, forcément, on y voit les gros clins d'œil à l'actualité très, très, très récente. Et donc, je trouve que ça devient de plus en plus puissant depuis la 4e saison, sur le plan politique d'ailleurs. On va en parler parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses au-delà de l'espace dans For All Mankind. Un point qui a été intéressant, vous avez un peu développé tous les deux, c'est Lloyd, d'un côté, tu sais qu'il y a eu un petite baisse de régime dans la saison 4. Toi, Benoît, pas forcément d'accord, mais ça matche aussi avec le fait que les 3 premières saisons étaient vraiment une pure uchronie, réécrivaient une histoire, etc. Là, la saison 4, avec l'arrivée de Mars, qui est en fait quelque chose qui, dans l'histoire de l'espace, n'a pas encore été écrite, c'est une page qui existe, qui commence à s'écrire petit à petit avec les ambitions notamment d'Elon Musk, etc. Mais personne n'a encore posé le pied sur Mars, on n'a pas mis de vaisseau avec des hommes sur Mars, etc. On a envoyé des rovers et tout. Là, la série, depuis 2 saisons, écrit un peu sa propre histoire au-delà de l'Uchronie. C'est peut-être ça qui fait que c'est, tu disais, moins pétillant. En fait, ça devient surtout plus réaliste. Et c'est ça qui... parce qu'à partir de la saison 4 et 5, on voit aussi notamment de très grands milliardaires qui se lancent dans la course à l'espace. Et donc, évidemment, on peut voir un parallèle avec Elon Musk, avec Jeff Bezos, avec tous ces profils-là. Et c'est vrai que il y a 2 Sons of Wonder dans For All Mankind. Alors, le Sons of Wonder, c'est le côté un peu merveilleux qu'on aime, qu'on regarde la SF. Le premier, c'est totalement l'Uchronie des années 70, 80, 90, qui fait vraiment rêver. Et ensuite, il y a toute la dimension planète opéra, space opéra, qui en fait se révèle au fur et à mesure de la série. Ça veut dire qu'on n'est pas que dans l'Uchronie, on est aussi dans du planète opéra, avec ce qui se passe sur Mars. On est aussi dans un espèce de hard science, space opéra, qui sont donc des sous-genres littéraires, mais qu'on peut aussi retrouver à l'écran. Et c'est vrai que la série est entre deux. En fait, elle marche entre deux, elle a 2 pattes, quoi. Et donc, une patte un peu uchronique. Et en fait, le côté planète opéra, space opéra prend le dessus à partir de la saison 4 et 5. Et c'est peut-être pour ça qu'on peut se dire des fois, tiens, je préfère m'imaginer le monde dans les années 90 avec telle technologie qui arrive. Mais par contre, franchement, moi je chipote, parce que c'est quand même... en fait, ce qui est intéressant, et vous avez posé la question au début, Clément, de savoir si c'était une des meilleures séries actuelles. Ça montre que Apple s'est positionné comme étant, en tout cas dans la décennie 2020, comme étant la meilleure plateforme de streaming pour la science-fiction. Oui, parce qu'effectivement, on en parle régulièrement, notamment quand tu viens, qu'il y a Silo, il y a Fondation, il y a beaucoup de choses, Severance évidemment, beaucoup de choses qui ont été créées côté SF chez Apple. L'espace, on aurait pu se dire que c'était un peu le truc facile, c'est-à-dire que l'espace, ça fait rêver les gens. On le voit encore aujourd'hui avec la mission Artemis, tout le monde a un peu suivi ça de près ou de loin, mais on voit que ça attire quand même les gens, les fusées, etc. L'idée de revenir sur la Lune fait quand même rêver les gens, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs. On aurait pu se dire que c'était le carton facile, qu'effectivement une série sur l'espace, mais l'espace, ça peut aussi être un peu cheap, quoi. Il y avait le risque aussi que ce soit visuellement... finalement qu'on voit rien, qu'on voit juste des gens dans des couloirs, dans des espèces de bases où on verrait un grand truc rouge derrière. Et en fait, non, il y a quelque chose, quoi. Oui, mais à la fois, c'est là où on sait qu'on est chez Apple TV. Apple TV, depuis qu'ils existent, depuis qu'Apple existe, ils ont toujours eu quand même, dans tout
de leurs produits, et avant même que ce soit télévisuel, la volonté que ce soit esthétique. Donc là, de toute façon, on sait que on en a pour notre argent visuellement. Mais ce qui fait que c'est pas du tout cheap, c'est que en fait, c'est vrai que Lloyd parle de SF, mais moi en fait, je la regarde pas comme une série de SF. Ok. C'est une série sur l'humanité. C'est le titre d'ailleurs de la série. Et donc, c'est juste que on peut avoir des séries médicales, tu en parleras tout à l'heure, qui nous parlent de l'humanité. On peut avoir des séries policières qui nous parlent de l'humanité. Et puis, on a des séries de science-fiction qui nous parlent là de l'humanité. En fait, l'action, le fait qu'on suit cette série de saison en saison, c'est pour suivre l'évolution des personnages, voir comment ils sont confrontés au grand mouvement mondial. Et c'est ça qui nous plaît, moins que... en fait, heureusement qu'ils ne trouvent pas un petit bonhomme vert sur Mars, quoi. Enfin, voilà, heureusement qu'il n'y a pas ça. Pour l'humanité, parce qu'en fait c'est une série très terre à terre au fond, et moi c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette série jusqu'à aujourd'hui. Et toutes les grandes thématiques, au début effectivement c'était la place des femmes dans la société qu'on pouvait imaginer dès les années 70, en se disant dans les années 70 il y avait quand même tous les grands mouvements féministes aux États-Unis, et bien là c'est concret. Donc à partir du moment où on met des femmes dans l'espace, on peut en avoir une présidente tout de suite ou très vite. Il y avait toutes ces questions là. Et dans la saison 4, je trouvais ça passionnant de montrer la lutte des classes, la façon de rejouer la lutte des classes sur Mars, c'était vraiment bien. Et là, dans cette saison 5, on a vraiment la question de savoir, mais à quoi bon mettre de l'argent pour cette colonie ? Alors du coup, la colonie dit, mais les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est pas... Et c'est ça que, en fait, la série nous raconte. Donc, en fait, chaque fois, la série, et nous le raconte toujours du point de vue des personnages, d'où cette humanité profonde et cet attachement qu'on a en tant que spectateur. On va parler des personnages, mais finalement, même si toi tu la regardes pas comme une série de SF, Lloyd, toute bonne œuvre de SF finalement dépasse son cadre science-fictionnel pour justement raconter quelque chose de plus profond sur les ambitions de l'humanité, sur les aspirations des hommes et des femmes en tout cas, à aller plus loin, quoi. Ça parle du présent, en fait. Finalement, la science-fiction ne fait que parler du présent, même si on utilise différents tropes pour en parler. Mais c'est vrai que, c'est sûr, For All Mankind, il y a un côté plus que de l'ASF, c'est évident. Je crois aussi que là où la série... je pense que ça n'a pas dû être si simple que ça, cette transition entre la saison 3 et la saison 4, parce que quand même la saison 4, il y a un côté un peu Total Recall du pauvre. Voilà, je suis un peu désolé, j'adore Paul Verhoeven, mais quand même, voilà, il y a ce côté lutte des classes. Et c'est marrant parce que c'est là où je me suis dit, tiens, ils reprennent des tropes assez connus. Finalement, Snowpiercer avec plus tu vas bas, plus tu as la classe ouvrière qui s'occupe de réparer la base, et tout en haut, il y a ceux qui voient la surface. Et qui sont les commandants, etc. Les révolutions sur des planètes ou sur des astres ou autres, c'est très Robert Heinlein. Enfin, il y a un côté, mais en même temps, c'est ça qui moi me fascine, c'est qu'il y a un côté âge d'or de la SF. En fait, donc l'âge d'or de la SF, c'est l'âge d'or de la SF américaine entre les années fin des années 30 jusque dans les années 50. Donc c'est Isaac Asimov avec Fondation, avec les robots, c'est surtout Arthur C. Clarke, c'est Robert Heinlein. Et en fait, il y a un côté la science c'est cool dans For All Mankind en fait. Et c'est quelque chose qu'on a donc qui était très fort en fait pendant l'âge d'or de la SF, et puis l'arrivée de la bombe atomique a un peu cassé le délire, ce truc de la science c'est génial, ça va nous sauver. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté pro-science qui est très agréable. Mais notamment nombre de scènes assez fous, juste avec des ingénieurs dans une pièce qui se parlent entre eux de OK, on doit aller à tel endroit, mais on n'a pas le propulseur, marchera pas, donc il faut se creuser avec la la tête, grande question qui est posée dans cette saison, de savoir les humains qui sont derrière toutes ces machines, c'est bien, mais il faut les garder. Et puis voilà. Et puis la lutte entre la NASA qu'on voit, qui est donc institution publique versus le privé, qui apparaît aussi parce qu'en fait on se rend compte qu'en fonction des politiques qu'on a, et le président va casser les fonds de la NASA, et donc les meilleurs vont partir chez le privé. Tout ça est posé dans For All Mankind, et c'est ça qui en fait aussi une série assez contemporaine et qui est quand même, moi je trouve vraiment très sympathique. On va parler un peu des personnages, parce que tu disais c'est une série sur l'humanité qui se repose aussi beaucoup sur les personnages, et je vais te citer, Lloyd, puisque je te cite régulièrement dans cette émission, même quand tu n'es pas là, puisque tu dis un truc assez juste sur beaucoup de séries aujourd'hui, et notamment dans certaines séries de SF, c'est que souvent les personnages, malheureusement, on s'en fout. Ils sont un peu dessinés à grands traits. Ce qui compte, c'est d'avoir des grosses scènes, d'avoir des choses qui vont impressionner à l'écran, et au fond, on oublie un peu de raconter une vraie histoire avec les gens. Là, il y a quand même un choix qui est assez radical dans For All Mankind, c'est de prendre... Alors, tous les personnages, tu en as évoqué, certains meurent au fur et à mesure, donc là, c'est quand même un choix assez fort aussi, de faire mourir des personnages, mais d'avoir gardé ces mêmes personnages incarnés par les mêmes acteurs depuis le début.
alors que la série s'étend aujourd'hui sur 5 décennies, ça part de 69 jusqu'en 2012, et notamment donc, l'acteur principal qui est Joel Kinnaman, qui a aujourd'hui une quarantaine d'années, qui incarne aujourd'hui un commandant sur la fin, un vieil amiral qui a plus de 70 ans probablement dans la série. Il n'y a pas d'effet numérique, c'est que du maquillage. Alors, j'ai vu le making-of sur les réseaux, qui évidemment, comme tous les maquillages, c'est impressionnant en accéléré et tout. Il y a la volonté de mettre des acteurs et des humains au centre de cette série, quoi. C'est ça peut-être la force de For All Mankind, au-delà de ces vaisseaux, de ces scènes impressionnantes, quoi. Oui, c'est pour ça que quand je disais c'est une série SF, mais en fait c'est une série que mon père pourrait regarder. En fait, il y a un côté soap, c'est ce que disait aussi Lloyd. Oui, et puis ce côté et l'humanité de ces personnages, c'est effectivement alors de garder les mêmes comédiens, de les faire vieillir effectivement avec en plus des outils très artisanaux. Et il y a aussi toutes ces scènes en fait. Toutes ces scènes qui prennent leur temps, ou manger des spaghettis à la bolognaise. Mais moi, je ne mangerai plus jamais des spaghettis depuis For All Mankind. Parce qu'en fait, on les filme en prenant le temps de manger, d'échanger, de se questionner. Et c'est pour ça, au départ, ce qui était très très beau dans For All Mankind et qu'il est un peu moins maintenant, c'est surtout le fait que ce qui nous était raconté dans les premières saisons, c'était que on suivait ces humains qui partaient à l'aventure à l'autre bout de l'univers, comme à l'autre bout du monde, et on suivait aussi ceux qui restaient à terre et qui attendaient. C'était finalement, c'est une très belle série sur ce qui a pu se passer quand les premiers pionniers sont partis s'installer en Amérique et que leurs familles européennes attendaient. Attendaient le retour du voyage. Et c'est ça qui fait que c'est pour ça que c'est très très humain. C'est humain à tous les endroits. En fait, c'est vraiment la question des enjeux, c'est ça. Clément m'a bien cité, mais il y a un gros problème des productions culturelles globales, je veux dire littéraires, BD, cinématographiques et télévisuelles. C'est qu'en fait, on a un problème d'enjeu. En fait, on s'en fout assez rapidement de ce que va arriver au personnage, et c'est souvent un peu frustrant parce qu'on retrouve un peu, malheureusement, c'est un peu cet exercice où voilà. Et For All Mankind, c'est assez dingue parce que, comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a vraiment des très beaux personnages. Il y a des séquences d'engueulade, il y a des séquences de divorce. En fait, on vit à travers une famille, à travers des couples, et ça marche très bien. Et du coup, il y a un côté pas cheap. En fait, ça prend, comme tu l'as bien dit, ça prend le temps et on s'attache au personnage. Et ça, c'est hyper important en fait. Une série pour nous permettre, si on veut continuer à regarder 5 ou 6 saisons, on est obligé de vibrer tôt ou tard pour les personnages. Sinon, on s'arrête parce qu'on ne se sent pas concerné. Et je disais, on les accompagne parfois jusqu'à la mort, parce que beaucoup de personnages qui étaient là en saison 1, parmi ces pionniers que tu évoquais, ceux qui sont partis pour la première fois sur la Lune, assez logiquement ont vieilli. Donc certains sont morts dans des accidents assez violents, d'autres sont juste morts de leur mort, entre guillemets. Mais on les voit, on les accompagne, il y a des scènes assez fortes là-dessus, et c'est pas des morts gratuites, c'est pas Game of Thrones de dire on va faire mourir quelqu'un parce que ça va relancer l'intérêt, etc. C'est des choses qui accompagnent l'histoire. Il y a des histoires de maladies, il y a des histoires d'accidents, même d'attentats dans la série qui racontent vraiment ce que peuvent provoquer ces découvertes scientifiques, ce que peuvent provoquer ces conflits politiques aussi au cœur de la série, quoi. Et c'est vraiment la vie, c'est-à-dire que sans rien divulgacher, dans cette saison va apparaître un personnage et qui a un lien de famille avec des personnages qu'on a vus dans les saisons précédentes. Et rien que de l'avoir, ce personnage, c'est un personnage féminin, parce que c'est pour redonner aussi du féminin dans la série, c'était bien, d'avoir ce personnage féminin qui apparaît et de comprendre « Ah mais oui, mais c'est la petite fille de... En fait, nous, en tant que spectateurs, c'est là où on sait qu'on est attaché à une série, c'est qu'en fait, on la regarde. Finalement, le scénario pourrait être moins bon par ici et par là en termes de rebondissement ou autre. On s'en fiche parce que eux, les personnages, en revanche, ils les ont jamais lâchés. Il y a un côté un peu Six Feet Under, en fait, pour ceux qui ont vu cette série qui est magnifique, d'Alan Ball. Il y a ce côté de sur une famille de croque-morts à travers 6 saisons. Et puis on suit aussi la mort de certains personnages et autres. Et moi, je retrouve cet attachement à certains personnages. À la Six Feet Under, on a des choses très humaines, avec des fois des personnages très clivants, très border aussi. Mais je ferai un parallèle parce qu'il y a vraiment dans cette idée de dynastie familiale ou de saga familiale à travers les étoiles, il n'y a pas beaucoup de séries qui font ça. Il y a peut-être Yellowstone qui le fait un petit peu à travers plusieurs décennies. Mais ça revient, c'est marrant, ça aussi ça revient, ce truc à l'américaine, de la famille américaine, malgré les vicissitudes. La famille est là. Mais c'est This Is Us aussi. C'est-à-dire que c'est This Is Us dans l'espace. Et c'est ça qui est en fait
c'est ça qu'on recherche quand on regarde une série, au fond, puisque la série nous accompagne dans le temps. Si c'est que des rebondissements pour des rebondissements, avec des personnages dont on voit très vite qu'en fait, c'est juste des Playmobil sur un plateau, c'est rigolo, mais à un moment donné, ça suffit pas. Chose, quoi. Voilà. Il y a eu la crainte peut-être à un moment sur cette série, comme souvent quand les États-Unis font des séries ou des films consacrés à l'espace, à la conquête spatiale, de raconter leur histoire, c'est-à-dire leur vision très dominante de l'espace, que ce sont eux les meilleurs ingénieurs, les meilleurs en construction de fusées, alors là en l'occurrence le postulat de départ fait qu'ils ont été dépassés, mais qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'assez lourdeau. La série marche assez bien sur ce fil-là, moi je trouve, qui est que c'est américain, on assume que les héros sont pour la plupart, en tout cas dans les premières saisons, les Américains, que c'est eux qu'on va suivre leurs histoires de famille, etc. Ils apportent ce côté héroïque. Il y a des scènes franchement héroïques qui sont très bien faites, mais pas que de leur côté par ailleurs. Et de contrebalancer ça quand même alors avec d'autres puissances, avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec l'Inde, avec la Russie évidemment, qui est au cœur du jeu pendant les premières saisons. Beaucoup moins l'Europe. On pourra le regretter de se dire qu'encore une fois l'Europe passe un peu à l'as, mais malheureusement comme souvent aussi dans la réalité. C'est plutôt équilibré malgré tout, non? Aux gens qui pourraient se dire encore une série sur l'espace des États-Unis, non, c'est équilibré, quoi. Oui, mais c'est le postulat de départ le permet. À partir du moment où ils se font avoir dès le début et qu'ils sont piqués au vif, là, et oh les cocos, il va falloir qu'on fasse mieux que les autres, à partir du moment où tout est possible. Et là encore, c'est parce que c'est une série qui s'intéresse à ce qui fait lien chez tous ces peuples. C'est-à-dire le fait que on va partir tellement loin au risque de sa vie, on va se séparer de nos proches et qu'à un moment donné, le désir d'aller plus loin fait que parfois on en oublie la réalité de la vie et ça marche dans tous les pays. Donc je pense que c'est pour ça que c'est très malin et c'est lié. Je pense aussi de façon purement industrielle au fait que Apple TV est une plateforme qui s'impose partout dans le monde, contrairement à des tas de séries télé qu'on a pu voir par le passé en disant « Oh là là, c'est très américain », en oubliant que c'était des séries pour le marché seulement américain au départ. Tant mieux si ça se vendait à l'extérieur, mais c'était d'abord pour les Américains. Voilà, nos séries de TF1 sont très franchouillardes parce qu'elles sont destinées au public français, point barre. Allez, il va être temps de vous mouiller, messieurs, de répondre à la question que j'ai posée en préambule de cette émission. Est-ce que For All Mankind ne serait pas la meilleure série des années 2020 ? Et je vais quand même préciser une chose, on entend parler des séries qui ont quand même eu le droit à 4 saisons, quoi. On va dire pas des mini-séries, des trucs qui ont pu nous exploser à la tête et qui ont été géniales. Est-ce que dans les séries qui ont eu le droit à 4-5 saisons dans ce format-là, est-ce que c'est pas ce qu'on a vu de mieux dans les années 2020 déjà ? Alors, ça a commencé en 2019, moi, je vais... alors pour moi, la meilleure série des années 2020, je suis désolé, c'est Succession. C'est en concurrence avec Succession, de HBO. Succession est à cheval entre les deux. Parce que deux saisons dans les années 2010, deux saisons dans les années 2020. Pour moi, c'est une des très très grandes séries que j'ai vues ces dernières années. Après, For All Mankind est une des plus grandes séries de SF de la décennie 2020. C'est évident, elle est dans le top 5 ou dans le top 3. Compliqué parce que je mettrais peut-être Sévrance pas très loin. Je trouve que Sévrance... Dans un autre genre de SF, totalement. Voilà, mais je trouve Sévrance assez dingue quand même. Je trouve qu'en termes de concept de SF, de ce que ça dit sur le monde du travail, de ce retour de la paranoïa très 70s, Sévrance se place là aussi, même si c'est une série qui est beaucoup plus difficile, dans le sens où elle a une construction difficile, plus cryptique, elle est beaucoup moins populaire. Mais c'est sûr que For All Mankind, c'est dans le top 3 des meilleures séries de science-fiction, mais sans problème. Sûrement dans le top 5 ou dans le top 10 peut-être des meilleures séries des meilleures séries de 2020. Après c'est compliqué parce que en fait en 2020, dans la décennie 2020, on a eu quand même, et c'est Benoît le spécialiste qui parle, mais qui parle pas mais qui va parler, mais dans la décennie 2020, il y a quand même eu des très très grands trucs. Moi je pense juste une série comme Adolescence. Sur ce que ça a entraîné comme débat de société. Qui est une mini-série, qui n'a pas la même logique. Mais ce que ça a entraîné en termes de débat de société, quand même, ça fait plaisir de voir que des séries peuvent créer des trucs comme ça, des vrais débats, quoi. Et c'est pour ça que je me dis, c'est pas simple, mais c'est clairement incontournable à voir. Et moi, c'est une série que je recommande. Typiquement, quand quelqu'un me dit qu'est-ce qu'il faut que je vois en ce moment, je dis ce que tu as vu au For All Mankind, regarde, ça va te plaire. Oui, c'est un peu la reco des séries fil de t'as épuisé un peu Netflix, t'as vu tous les gros trucs, mais est-ce que t'as vu For All Mankind ? Comment tu places, toi, Benoît, For All Mankind dans cette
décennie en cours des séries là. Alors moi, clairement, je ne mettrai pas Succession, donc au moins c'est clair. For All Mankind est largement au-dessus. Et largement Ça, c'est une hot take, attention. et largement au-dessus pour plein de raisons, et qui est lié à la question que tu posais de ces séries qui durent. Parce que finalement, Succession, c'est très intéressant, c'est bien écrit, c'est bien joué, tout ce que veut, mais c'est une série en fait qui tourne en rond et qui, heureusement, s'est limitée à 3 saisons et n'aurait pas pu tenir plus. Enfin bon, 4, oui. Visiblement, t'as oublié la 4e. Oui, voilà. Ça veut tout dire. C'était fatigante. Mais c'est donc moi finalement Succession, je la mettrais dans des séries qui ont compté, mais étrangement je la mettrais plus dans de la mini-série. Okay. Parce que je trouve qu'il y a une mécanique, parce qu'en fait ça ne dit qu'une chose. Non, pour moi ça ne dit qu'une chose. Alors que For All Mankind, c'est sans doute dans les années 2020 une des... Alors, est-ce que c'est la meilleure, pas meilleure? Les années 2020 de toute façon ne sont pas terminées. The Pitt pourrait la déloger. On en parlera. Typiquement. Mais oui, c'est une des très grandes séries de la décennie 2020. Et en gros, moi, je mettrais... Alors, This Is Us, c'était avant, c'était pour les années 2010. Yellowstone, entre les deux. Et For All Mankind, finalement, oui, c'est une très grande série parce que si on veut voir, et c'est la même chose que toi, quand on me dit qu'est-ce que tu me conseilles, je leur dis t'aimes l'espace, t'aimes pas l'espace, mais c'est pas grave, regarde cette série, tu vas y trouver ton compte. Tout le monde peut se retrouver dans For All Mankind. Un dernier mot avant de terminer ce débat. Donc, je disais, il y a une 6e saison qui arrivera a priori l'an prochain ou dans 2 ans, qui sera la dernière pour conclure For All Mankind. En revanche, Apple veut capitaliser sur cette série, qui est clairement une de ses séries les plus importantes aujourd'hui, avec un spin-off qui va arriver dès la fin de cette 5e saison là, qui se termine le 29 mai. Et hop, le même jour, le dernier épisode, il y aura le premier épisode de Star City, donc spin-off qui va raconter l'histoire de For All Mankind, mais du point de vue soviétique, qu'on entrevoyait déjà. Il y avait beaucoup de scènes, il y avait certaines scènes à Moscou, il y avait des liens assez forts avec le programme soviétique. Là, ce sera du point de vue soviétique. Le premier trailer a été lâché, on sait à peu près à quoi ça va ressembler. Ce sera joué par des acteurs américains et anglais, ce qui peut être un point noir quand même malgré tout. Est-ce que ça vous chauffe un peu, ça vous hype de revoir For All Mankind sous ce point de vue soviétique? Moi, je regarderais déjà par intérêt, parce que j'aime la franchise For All Mankind. Après, j'ai l'impression que la série va aller plus vers l'espionnage. Il va y avoir une couleur beaucoup plus espionnage ou beaucoup plus peut-être complot, entre guillemets. Mais oui, j'ai envie de regarder. En plus, l'imaginaire soviétique est quand même assez intéressant. Enfin, moi, j'ai pas vécu la guerre froide, je suis né en 89. Donc, du coup... quand on regarde tout cet imaginaire... Donc, que c'est toi qui, avec ta naissance, qui a arrêté la guerre. Voilà, mais sûrement. Voilà, c'est peut-être les mêmes qui disent que Tyrann dans Artemis 3. C'est pas forcément les bonnes sources. Voilà. Mais du coup... Cette émission est tenue chronique. C'est ça. Du coup, c'est vrai qu'il y a un côté... Moi, ça m'intéresse de regarder. Il y a un imaginaire soviétique que je trouve assez fascinant. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que le genre de l'Uchronie est un genre qui a été créé dans le 19e siècle. Il y a eu des très grands romans, je pense au Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, Fatherland de Harris. Mais c'est une série c'est un genre qui est très très peu déclinable en cinéma et en télévision. Et c'est depuis l'adaptation d'Amazon du roman de K. Dick, du Maître du Haut-Château, que l'Uchronie devient un genre télévisuel, ce qui est hyper agréable. Et donc j'ai envie de continuer à regarder juste par intérêt pour voir qu'il y a quand même l'Uchronie est d'un des genres les moins mis à l'écran, comparé à la dystopie, au space opéra ou post-apo. Et je trouve ça très chouette qu'on ait envie de continuer à faire des histoires alternatives. Donc, moi, ça m'intéresse. Star City, Benoît, tu vas regarder, toi? Oui, moi, je trouve intéressant parce que ça vient un petit peu... C'est un petit peu le cadeau pour ceux qui regrettent qu'au fur et à mesure des saisons de For All Mankind, l'Uchronie est un petit peu disparue. On va revenir voilà. Donc, finalement, ça permet ça. Et ensuite, que ce soit interprété par des comédiens anglophones, malheureusement, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Tchernobyl, on s'en souvient aussi. Voilà. Si c'est bien écrit et que les personnages sont bien écrits et que les comédiens sont bons, ça ira. Et ben voilà, allez regarder, donc si vous n'avez pas commencé ou si vous n'avez pas commencé cette saison 5, la saison 5 donc de For All Mankind qui est dispo en ce moment sur Apple TV. Il y a 4 épisodes sortis au moment où on enregistre, il y en aura 10 je crois en tout. Et Star City, du coup, dans la foulée, si vraiment vous êtes à fond dans l'histoire, continuez avec Star City. On va redescendre sur Terre, nous, pour terminer l'émission avec 3 séries cette semaine. Non pas 2, mais 3 séries de la semaine. C'est parti.
Parce qu'il y a un petit twist. Voilà, cette semaine, il y en a un qui a choisi de casser le format. On leur remercie. Mais on va commencer avec toi, Lloyd, puisque toi, tu as décidé de respecter ce format, cette émission, et je t'en remercie. Ton choix, c'est donc, on l'a un peu teasé tout au long de l'émission, c'est The Pitt sur HBO Max, série qui te met un coup. Ah bah c'est génial. Comme beaucoup de gens, finalement. C'est pas très original, oui, The Pitt met un coup, mais c'est vraiment la série des 2 dernières années. C'était déjà la meilleure série de l'année dernière. Enfin, la saison 1 de The Pitt était pour moi la meilleure série de l'année dernière. C'est une très bonne saison 2 qui vient de s'achever là, qui s'achève, alors qui est moins impressionnante que cette saison 1 parce que bon, il n'y a pas le même twist entre guillemets au milieu de la série qui fait que la saison est totalement dingue, mais c'est une série qui est très humaine, très aussi sévère sur le système de santé américain. Quand même, ça dit beaucoup de choses, ça critique aussi l'administration Trump, mais surtout on pleure, on vibre, on rit, chaque épisode c'est un espèce des fois un coup de poing. C'est vraiment remarquable. Enfin, c'est le renouveau d'urgence. Hein. C'est actuellement la grande série médicale avec une partie, avec un des acteurs d'urgence. Non, moi je trouve ça vraiment remarquable. Je sais pas comment ils vont se renouveler par contre, parce que je pense qu'à partir de cette saison 2, on voit aussi un peu les limites de l'exercice. Ça veut dire que c'est toujours la même chose. C'est une garde qui dure 15 heures. À la moitié de la saison, il se passe quelque chose de grave et qui va relancer en fait la saison en cours. Donc j'ai le sentiment que ils peuvent en faire 10 des séries comme fin des saisons, mais en même temps, dès la saison 2, on commence à voir légèrement les limites. Mais par contre, j'ai hâte de voir la 3, et c'est une série qui est intéressante parce qu'il parle aussi de la grande détresse sociale et aussi mentale des soignants. Enfin, c'est quand même dans cette saison 2, tout le monde est en dépression. Enfin, il y a un côté, c'est intéressant. Elle travaille vraiment sur ça, sur le fait aussi de la souffrance au travail et la souffrance de ces métiers-là. Et en plus, truc un peu rigolo, moi j'étais étudiant à Paris 3 en licence de cinéma audiovisuel, et donc j'ai croisé une certaine Johanna Coelho à l'époque, et qui est maintenant la chef opératrice de la série The Pitt. Donc ça me fait plaisir à chaque fois que je regarde le générique. Très bien. Je repense à mes années de licence où je me dis ah ouais, Johanna elle a quand même réussi aux États-Unis, c'est incroyable. Comme quoi Paris 3 mène à tout. Et oui. Et ben voilà, elle a regardé The Pitt, encore une fois, tu dois être le 5 ou 6e invité qui vient me dit je veux recommander The Pitt c'est trop bien. Au bout d'un moment, si tout le monde le dit et que vous l'avez pas vu, c'est que vous êtes dans l'erreur. Et moi je peux dire que ça peut durer des années. Urgence, ça a duré 15 ans. Et donc, écoutez, on fera... parce que certes, il y a des rebondissements et tout ça, mais chaque épisode, c'est les cas des patients aussi qui révèlent des choses aux soignants, et c'est ça qui est passionnant. On verra ce que ça donne déjà avec la saison 3 qui est déjà commandée, qui sortira l'année prochaine. On sera là pour en parler peut-être, on verra bien. Allez Benoît, puisque tu as décidé de péter le format des séries de la semaine, tu vas nous ramener dans le temps, toi. Oui. On a fait de la science-fiction, on va repartir dans le passé, avec donc 2 séries cultes à découvrir pour ceux qui, comme moi, ne les ont pas vues, pour des questions d'âge, je ne vais pas mentir, ou à revoir pour ceux qui les ont vues à l'époque, mais les noms vont forcément parler à tout le monde. C'est Le Saint et Le Prisonnier, qui sont disposés sur une plateforme dont on parle peu, mais qui s'appelle Madeleine, qui est la plateforme de l'INA. C'est un coup de cœur aussi pour cette plateforme parce que c'est une plateforme donc, de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Donc c'est la plateforme où on peut revoir toutes les vieilles séries françaises, et ça permet de venir voir des choses qu'on a pu faire jusqu'au milieu des années 80, et on a fait pas mal de choses, et notamment dans le fantastique, beaucoup. Donc c'est intéressant d'aller voir ça. Et pour attirer un petit peu le chaland, ils ont eu la bonne idée d'aller chercher des séries cultes anglaises. Il y a Amicalement Vôtre, par exemple, aussi, là, récemment, mais il y a surtout Le Saint, avec Roger Moore. Ce qu'il faut savoir, c'est que Le Saint, donc, c'est une série des années 60. C'est la série qui permet à Roger Moore d'être James Bond. Devenir James Bond, c'est juste parce avant que quand on regarde cette série, on voit qu'il y a tout James Bond. L'humour, le glamour, les bagarres, etc. Et c'est un personnage, en plus, très contemporain, puisque c'est une sorte de Robin des Bois, de hors-la-loi. On ne sait pas trop ce qu'il est. Il est détective, il n'est pas détective, et il attaque des criminels, il met en scène... Enfin bon, c'est assez génial. Et puis, il y a Le Prisonnier, Patrick McGowan. Et Le Prisonnier, c'est vraiment un chef-d'œuvre qu'il faut que tout le monde revoit. Tous ceux qui n'arrêtent pas de me tartiner la tête en disant « Oh là là, Twin Peaks, oh là là, si, oh là là, ça ». Oui, il y a plein de séries qui ont marqué l'histoire de la télévision. Si vous n'avez pas vu Le Prisonnier, vous n'avez rien vu. Il y a tout dans Le Prisonnier. On évoquait Severance. Il y a du Severance dans Le Prisonnier. C'est l'histoire apparemment d'un agent secret, mais qui se retrouve enfermé dans un village et qui cherche à s'évader. Et il n'y arrive pas, et il se demande surtout pourquoi il est là. Et c'est une série que je vois avec ma fille qui a 18 ans bientôt, et c'est en plus une série philosophique, et donc pour le bac, je pense que ça va l'aider, parce qu'il n'y a pas un épisode qui ne pose pas
des questions philosophiques. Enfin bon, c'est extraordinaire. Et ça, c'était pareil dans les années 60-70, les amis. Ouais, première série moderne. Hein. Moi, je pense, on dit Twin Peaks, mais en fait, non. Moi, Le Prisonnier est la première grande série moderne qui se suivait en termes aussi d'épisodes et en termes de narration. Ouais. Et ben c'est donc à voir sur Madeleine, donc la plateforme patrimoniale de l'INA. Ça coûte 4 € par mois de s'abonner. J'ai regardé, c'est vraiment pas cher. Et vu tout ce qu'il y a dessus, franchement, ça peut valoir le coup. Ne serait-ce que si vous voulez juste voir Le Saint et le Prisonnier, vous payez 4 €, vous abonnez. C'est assez génial. Voilà, j'apprends aussi au passage que je n'ai donc rien vu dans ma vie. Le Prisonnier. Je suis ravi d'avoir fait cette émission. Merci Benoît d'être venu me raconter mes faiblesses. Toi qui as la mémoire vivante des séries, qui as tout vu. Je rappelle qu'on peut te voir, toi, régulièrement sur Télématin. Merci pour des petites recos de séries. Voilà, s'il vous en manque, si une fois par semaine, ça ne vous suffit pas, épisode suivant, allez regarder ce que vous raconte Benoît sur Télématin. Et merci Lloyd. Lloyd Cherry, rédacteur en chef adjoint de Métal Hurlant. Il y a quoi dans Métal Hurlant en ce moment en kiosque ? Qu'est-ce qu'il y a ? On a un spécial Lovecraft Vintage. Donc on republie toutes les BD Lovecraft avant les années 90. Donc il y a du Moebius, il y a du Druyet, il y a des choses totalement dingues. Et on a des belles interviews. On a notamment Gutanabe, qui est le mangaka de Lovecraft. Grand fan voilà, de ce que fait on a un Gutanabe 6 pages avec Gutanabe. Et sinon, on prépare un spécial désert qui sort fin mai avec Denis Villeneuve, Emmanuel Carrère et Jodorowsky. Voilà, on a du lourd dans le rédactionnel. On va parler de Dune. Évidemment. On parler de Dune. Voilà. C'est marrant. C'est ça. Il me semblait que tu n'aimais pas trop. J'ai pu me tromper encore une fois. J'ai très peu de sources fiables sur Lloyd finalement. Cet homme est très mystérieux. Merci à tous les deux. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés et de nous écouter chaque semaine, que ce soit sur YouTube, sur le site de BFM Tech ou en podcast, si vous nous écoutez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, peu importe où vous nous écoutez. Merci à vous. Vous pouvez nous suivre évidemment. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et à la playlist sur YouTube pour ne rater aucune émission. Et moi, je vous dis non pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines pour un nouvel épisode suivant.